Fin 2013, le monde comme chaque année bouge, Miley Cyrus sort Wrecking Ball avec un clip qui fait un boucan énorme, Pharrell Williams s'apprête à délivrer son tube Happy qui va venir nous hanter pendant un bon moment, et côté cinéma, Le Loup de Wall Street va sortir, Gravity aussi, et côté internet, on commence à peine à rigoler du même dog. Alors qu'en France, chez nous, ce qui nous fait marrer, c'est plutôt Nabila. Donc ouais, autant dire qu'on est dans une autre époque. Et pourtant, le plus gros événement de cette année 2013 ne va ni être cinématographique ni même musical, mais va provenir bel et bien de l'industrie vidéoludique, car va sortir ce qui est aujourd'hui le deuxième jeu le plus vendu de toute l'histoire, GTA V. Un véritable colosse dans l'industrie, un chef-d'œuvre qui en plus d'être une claque technique et graphique pour l'époque, est un reflet brillant d'une société à la dérive, violente, corrompue et où la fin justifie les moyens. Un miroir qui a fait peur. Très peur, puisque les polémiques autour du jeu ont elles aussi été nombreuses et ont alimenté des débats assez énervés, dénonçant la violence, la grossièreté, les crimes et même la sexualité qui sont montrés dans les jeux. Des critiques qui collent tellement à la peau de GTA qu'en 2008, le Guinness World Records avait déjà remis à la franchise le titre de série de jeux vidéo la plus controversée de l'histoire. Et c'est pas déconnant de se dire que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, tant GTA fait du bruit depuis ses débuts en 1997. Un bruit qui va pour autant pas s'arrêter puisqu'un nouvel opus a été dévoilé en début de mois, avec notamment une bande-annonce qui bat des records de vues, celle de la vidéo YouTube la plus vue en 24 heures, avec plus de 100 millions de vues, un chiffre qui, à titre comparatif, a mis 12 ans à arriver au trailer de GTA V. Alors d'où ça vient tout ça ? Comment ça se fait que c'est à la fois le jeu sans doute le plus controversé du monde et à la fois le plus populaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on va faire une rétrospective des moments clés qui ont permis à GTA de s'imposer dans l'industrie jeux vidéo ludique, et on va aussi essayer de décrypter ce qu'il essaye de nous dire, les messages qu'il essaie de faire passer et la critique qu'il établit sur notre société. Allez, c'est parti, générique. Avant qu'on arrive à ça, il a fallu passer par là. À ce moment précis, le fruit d'un chaos indescriptible s'apprête à voir le jour. Grand Theft Auto, le nouveau jeu des studios DMA Design qu'on connaîtra mieux sous le nom de Rockstar North dans le futur. Dans ce jeu en 2D à la vue du dessus, on nous met dans la peau d'un gangster engagé par un gang italien qui va aider au crime de plusieurs villes aux États-Unis. Des villes fictives mais qui en représentent des réelles. On commence par exemple à Liberty City, inspirée de la ville de New York, mais on partira également au fur et à mesure de l'histoire dans d'autres villes comme San Andreas, inspiré de San Francisco, ou encore Vice City, inspiré de Miami. Tout au long de celui-ci, nous suivons la vie de notre héros à travers sa carrière criminelle, évoluant d'un gang à l'autre, accomplissant diverses missions pour ses organisations. Et bien que le scénario ne brille pas encore par sa précision ou son exemplarité, il parvient à retranscrire une atmosphère fortement inspirée des films de gangsters et d'action de cette époque, élevant ainsi GTA au statut de best-seller avec plus d'1 million de ventes à la fin de l'année 1998. Et ce, malgré des graphismes déjà quelque peu moisis pour l'époque, on va pas se mentir. Mais du coup, pourquoi, si c'est un succès, l'ai-je initialement décrit comme étant le fruit d'un chaos indescriptible ? Vous savez quoi ? On va rembobiner. Là, DMA Design, la boîte qui s'occupe du développement de ce qui deviendra GTA, avait pour objectif de créer un jeu de course multijoueur amusant, addictif et rapide, dans lequel les véhicules pourraient rentrer en collision. Un concept prometteur pour un jeu qui à l'origine ne devait pas s'appeler Grand Theft Auto, mais Race and Chase. Prévu pour une sortie en 1996 sur PlayStation, PC, Saturn et même sur Nintendo 64, le jeu visait à offrir plusieurs modes de jeu, selon des rapports datant de 1995. Il y avait notamment le Cannonball Run, une course où un point A et un point B étaient établis dans l'une des grandes villes, avec pour objectif d'être le premier à atteindre le point B. Il y avait aussi le Demolition Derby, un mode de jeu en monde ouvert dans la ville où les joueurs devaient littéralement démolir les véhicules des autres en fonçant dedans et le joueur survivant le plus longtemps remportait la partie. Et enfin le mode Bank Robbery, dans lequel les joueurs pouvaient incarner soit une voiture de police chargée d'arrêter un voleur en fuite après un braquage de banque, soit le voleur devant échapper à la police. Et il y a des raisons à la transformation de ce projet. C'est qu'en fait, depuis le début, personne n'a aucune idée
de ce qu'il doit faire sur le jeu en fait. Le développement a duré 4 ans, 4 années durant lesquelles personne n'avait aucune foutre idée de ce qu'il devait faire sur Race and Chase. It looked rough from the start and it looked rough at the end. It was an unstable, unplayable mess at the start, and by the time I got there, it was still an unstable mess. The writers were kind of driving it one way, the level designers were driving it another way, and they weren't meeting in the middle, so you're ending up with something that read badly, that made no sense. They wanted to kill it every week, and I think this is amazing. Every week they wanted to kill this game, and we'd have to kind of argue to try and keep it going, because we had some faith. Personne chez DMA Design ne voulait aller s'occuper de ce jeu qui était menacé quasiment chaque semaine d'être annulé. Ce qui a empêché cette annulation, c'est les quelques personnes qui y croyaient et qui s'engueulaient assez souvent sur le fait qu'il ne fallait pas l'annuler. Mais alors pour ça, il faut que le projet aille quelque part. Et c'est à partir de maintenant qu'on peut commencer à parler des frères Hauser, qui vont être dans le futur à la tête de Rockstar et donc des autres jeux GTA, mais qui dès ce premier opus vont quand même avoir un impact. Pour nous amener au GTA qu'on connaît actuellement, il aura fallu se reprendre et suivre une idée précise. Sam Hauser va aider à ça en ayant une vision de ce qui peut marcher avec ce projet. Plus de liberté. Les policiers en personnages jouables, du coup, c'est next. Des choix ont été faits pour concentrer le jeu sur différentes sources d'inspiration, comme l'a indiqué Paul Farley, l'un des concepteurs du jeu, au Guardian. Nous arrivons un lundi et nous nous demandions quel film avez-vous regardé pendant le week-end? Quelle musique est-ce que vous écoutez? Certains étaient passionnés de voitures, d'autres d'armes lourdes. Nous faisions appel aussi aux émissions préférées de notre enfance, comme K2000 et l'agence Tourisque, et nous nous inspirions de films comme Speed, auxquels nous faisons souvent référence. Et alors que les débuts étaient chaotiques, le projet commençait enfin à prendre forme. It's like trying to nail jelly to kittens, to mix up some horrible metaphors there. It's just so... And then eventually, there's enough hands to hold this thing together, but please nobody move, because this thing's going to fall apart, if anything. That's what it felt like right at the end. It's like, we just got to put this out now, because if we don't, it's just going to break again, and we've lost it forever. Une fois le développement presque terminé, il restait une étape cruciale. Pour vendre, il fallait communiquer et penser au marketing. Cependant, comment promouvoir efficacement un jeu violent et visuellement en retard? Car soyons honnêtes, les graphismes laissent à désirer après toutes ces années de développement, surtout à une époque où la 3D commence à devenir populaire dans l'industrie du jeu vidéo. Les frères Hauser vont alors encore frapper. La société BMG Interactive, dont ils font partie et qui distribue donc ce premier GTA, est une société d'édition de jeux vidéo anglaise. Mais c'est surtout une filiale de BMG Entertainment, qui est une ancienne major. Le marketing, ça les connaît et ils savent que pour GTA, ils peuvent pas juste se contenter d'une pub classique. Le jeu est bien trop singulier pour attirer l'attention de cette façon. Ils décident donc de faire appel à un professionnel, à une personne qui est quand même très peu recommandable, mais qui a une influence et une portée de frappe suffisante pour mener à bien le projet qu'ils voulaient. Et ce gars-là, c'est Max Clifford. Bon, alors préparez-vous, prenez toutes les ceintures qu'il faut parce que ça va secouer. Quand on ouvre le dictionnaire et qu'on cherche le mot malhonnête, pourriture ou même corruption, c'est son nom qui devrait sortir dans les définitions, tant ce monsieur est sale et rongé par le vice. En tant qu'attaché de presse et soi-disant journaliste, il était une grosse tête très connue dans la publicité et les médias. Il revendait des histoires susceptibles de faire du bruit à des journaux tout aussi peu scrupuleux pour augmenter les ventes et éveiller la curiosité des acheteurs. Il était au cœur de nombreuses supercheries qu'il assumait fièrement. Il a d'ailleurs déclaré publiquement « Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, une grande partie des mensonges que vous voyez dans les journaux, dans les magazines, à la télévision et à la radio sont les miens. » Ouais, on est vraiment à ce niveau. Dans des autobiographies et même en dehors, il se vantait de sa réussite professionnelle, mais aussi de sa vie sexuelle. Alors que pourtant, dans la réalité des choses, il reste un trou du cul dans absolument tout. Attention, trigger warning, il a été, à la fin de sa vie, reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels sur des jeunes filles âgées de 14 à 19 ans. Il sera incarcéré et mourra derrière les barreaux en 2017. Un répugnant personnage en somme, mais qui avait du pouvoir et une influence. BMG Interactive lui confie donc la tâche de promouvoir GTA. Et fidèle à son image, Clifford va trouver une technique vicieuse pour faire parler du jeu. C'est auprès des médias qu'il ira parler du jeu en étant faussement indigné par la violence de celui-ci, jouant sur le fait qu'il s'agit d'un simulateur de crime qui te pousse à faire des actes immoraux. Et ces faux récits, délibérément conçus pour susciter l'indignation, vont déclencher des réactions dans d'autres médias, alimentant ainsi la polémique autour du jeu et faisant parler. Ils vont en gros se servir de cette fameuse devise qui est « un bad buzz reste un buzz », en créant une controverse artificielle. And it took everyone by surprise because
We had been developing a game that was all about the fun, but Max Clifford was astonishing. He just made a phone call and it was, yeah, it's Max. Got this game, got this computer game. Yeah. You steal cars, you run over policemen, and you shoot people in the head. What? And it really struck a chord. And so we ended up with questions being asked in Parliament because the prevailing wisdom at that point was games were for children. L'info circule à grande échelle, tout le monde en parle, le GTA, ce jeu si abject est décrié dans tous les médias et crée donc ainsi une panique morale. Clifford a juste eu à allumer une première allumette pour déclencher un immense incendie. Résultat, tout le monde connaissait GTA et c'est comme ça que lorsqu'il sortira, il deviendra un succès commercial colossal, marquant le début d'une grande série de jeux vidéo, d'une manière qui reflétait parfaitement l'immoralité du monde virtuel qu'il semblait proposer. Par la suite, un deuxième jeu sortira en 99, mais sautons ce deuxième volet qui, même s'il représente une étape à l'ascension de la licence, nous servira seulement dans cette vidéo comme d'une transition pour arriver au moment où GTA va prendre une nouvelle dimension, au sens littéral comme figuré, et ce, grâce à GTA 3. I see nothing but good things for you, my boy. Anything you want. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Octobre 2001, un mois après les terribles attaques contre le World Trade Center, l'Amérique est profondément secouée. Un sentiment d'insécurité plane sur le pays et même au-delà dans le monde entier. De son côté, DMA Project et maintenant Rockstar Games, une nouvelle société d'édition et de développement créée par Take-Two après le rachat de la BMG Interactive, viennent de développer la suite des deux premiers GTA. Et maintenant, ça doit sortir. Et ouais, c'est qu'à partir de maintenant qu'on parle de Rockstar dans cette vidéo, même si chronologiquement parlant, la boîte existe déjà depuis quelques années. Une entreprise fondée par deux loustiques, dont on a précédemment parlé car ils ont participé à la production des deux premiers GTA, les frères Hauser, qui maintenant vont avoir plus de responsabilités et d'impact sur la licence. C'est dans ce contexte et cette situation-là que GTA 3, troisième opus d'une série déjà bien controversée, doit sortir. Et bien évidemment, cela ne se fera pas sans modification. Bon, alors qu'on soit clair, il est évident que les attaques ont eu un impact sur de nombreuses productions. Que ce soit dans le cinéma, la télévision, les bandes dessinées, absolument tout ce qui touche à la culture a été impacté et ainsi des œuvres devront modifier leur contenu pour éviter de rappeler à tous cette situation sensible. Pour GTA 3, ce sera une mission dans le jeu faisant allusion au terrorisme qui sera enlevée. Et un autre changement, assez important cette fois-ci, aura lieu au niveau de la jaquette du jeu. Elle sera effectivement considérée comme étant trop sombre et violente par rapport aux événements encore trop récents du 11 septembre. Rockstar va opter pour un style plus cartoon bande dessinée pour sa sortie aux États-Unis. Un style qui plus tard deviendra la patte, la signature de la direction artistique des jaquettes GTA. Et en dehors de tout ça, pour se reconcentrer sur le jeu en lui-même, il faut savoir qu'il va être un tournant décisif pour la licence d'abord, mais aussi plus largement pour l'histoire du jeu vidéo en 3D. GTA 3 va troquer la caméra des précédents opus, qui était 2D en vue du dessus, pour l'échanger avec une caméra offrant désormais une immersion plus réelle dans un large monde ouvert en 3 dimensions, et ainsi franchir un cap dans le réalisme graphique de la série. Et ça va venir impacter autre chose, l'open world. La manière dont GTA 3 a réuni la liberté du joueur, l'échelle du monde ouvert et la narration conçue principalement pour les adultes, le tout dans un monde 3D, était révolutionnaire. Il avait la non-linéarité des jeux comme Zelda et Metroid, mais il offrait aussi d'autres opportunités de s'amuser si jamais la quête principale semblait pas très attrayante. Et il le fait dans un cadre quasi réel, dans une ville qui est une reproduction décente de New York. GTA 3 a apporté tellement de nouvelles choses, tellement de nouvelles libertés, un environnement dynamique si vaste qu'il a carrément créé une formule en fait. Une formule qui a même donné naissance à un terme bien connu dans le lexique du jeu vidéo, le GTA-like. Cette expression qui désigne les jeux en monde ouvert qui adoptent les codes et la manière de l'explorer instaurés par GTA, en pouvant par exemple prendre des voitures, des armes, etc. Parce que des enfants de GTA 3, bon Dieu qu'il y en a eu, mais alors une chier. Mais en même temps, on peut pas vraiment reprocher ça, hein. Il venait limite d'inventer un nouveau genre qui a marqué le paysage vidéoludique. Donc forcément en fait que ça allait arriver. À partir de ce jeu, GTA devient GTA, jetant les bases qui amèneront à la création de ce que la saga deviendra au fil des jeux. Les jeux sortent et la chanson continue.
chaque fois c'est des succès, quasiment. Et la raison pour laquelle on observe tout ça d'assez loin pour l'instant, c'est parce que je veux en priorité vous parler du jeu que nous avons tous connu de près ou de loin. Celui auquel nous avons peut-être tous joué ne serait-ce qu'une fois. Celui qui est devenu le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. C'est alors que nous arrivons à GTA V. Annoncé en 2011, le jeu est attendu de pied ferme. Sam Houser, toujours à la tête de la franchise avec son frère, le décrit comme une totale réinvention de la licence Grand Theft Auto, promettant du plus grand, du plus gros, de nouvelles mécaniques et une histoire plus intense que jamais. En bref, c'est une nouvelle vision de concevoir GTA et donc possiblement auprès des joueurs de consommer GTA. Et ça, plus le trailer qui promet beaucoup, fait de ce jeu celui qui est le plus attendu et ce pendant 2 ans. Parce que finalement, c'est qu'en 2013 que Michael, Franklin et Trevor pointeront le bout de leur nez sur nos PS3 et Xbox 360. Ouais, ça fait un coup de vieux, mais vous en faites pas. On va vite s'en remettre. Et pendant ce temps, les équipes qui sont derrière le projet n'ont pas chômé. Los Santos, lieu de l'action de GTA, est l'une des maps open world parmi les plus ambitieuses au moment de la création du jeu. Dan Houser révélera qu'elle est plus grande que celle de San Andreas, GTA 4 et Red Dead Redemption, réunis. Mais c'est pas que sur ça qu'ils se sont fait chier, hein. Bah non, sinon c'est tranquille, hein. Pour mieux pouvoir comprendre les personnages, le contexte de ceux-ci, et donc mieux diriger l'histoire afin de garder un certain degré de cohérence par rapport à la réalité, les équipes du jeu sont allées jusqu'à rencontrer des personnes travaillant pour le FBI, des personnes infiltrées, des personnes qui appartiennent à des gangs, même des experts, des professionnels en mafia. Ils sont allés dans des prisons, se sont rendus dans des endroits défavorisés. Bref, ces gens ont fait un travail de terrain pour pouvoir pleinement maîtriser chaque aspect de l'histoire qu'ils souhaitent raconter. Les travaux sont colossaux et ça va se ressentir manette en main. Vous avez vu, je mime bien les manettes ou pas? Moi je suis un gamer, moi je suis un geek, attention. C'est une véritable pépite qui vient revisiter sa formule qu'on connaît désormais bien. Le jeu pour l'époque a de très bons graphismes, la ville immense est incroyable à découvrir et scénaristiquement parlant, on est en face d'une histoire digne d'un film d'action à gros budget mais avec une mise en scène que j'adore. Genre cette façon de filmer, caméra portée qui crée vraiment une sensation intimiste qui te plonge directement avec les personnages à la façon d'un épisode de striptease. L'attente qui a quand même duré plus de 2 ans entre l'annonce et la sortie en aura valu la peine. Le succès sera au rendez-vous et en 3 jours, plus d'1 milliard de dollars de recettes découleront de la vente des jeux GTA V, ce qui en fait le premier produit de divertissement de l'histoire à vendre autant en si peu de temps. Et c'est avec 190 millions de copies qu'il deviendra le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Et depuis le début qu'on en parle, vous devez sans doute vous demander qui est le premier. Eh bien sachez que c'est Minecraft qui lui en compte plus de 300 millions. Et donc forcément, vous avez compris, ça recommence. It's a controversial topic, but no argument about this. Violent video games do sell, and they sell well. That video game should be banned. Do you know what your kids are playing? Violent video games like Grand Theft Auto could be influencing their young mind. The shooting game not only features, but glorifies murder, strong sexual content, and nudity. Alors ça, c'est le sujet de la vidéo en fait. Les polémiques qui n'en finissent jamais et qui, à la sortie de chaque opus, refont surface. Si ça se répète autant, c'est à cause de ce climat de panique morale, vous vous en doutez, surtout quand ça touche aux jeux vidéo, les jeux vidéo qui rendent violents nos enfants. Voilà, cette jeunesse, bien sûr, qui à force de jouer aux jeux vidéo, va finir par se transformer en grande bande de dépravés sexuels meurtriers, bien sûr. Donc penchons-nous 2 secondes sur ça. Bon, peut-être un peu plus en vrai. Parce que critiquer la violence de GTA, c'est facile. Mais venir se poser la question de à quoi sert cette violence, ça a l'air de suite moins simple. Si au début des choses, la violence dans les premiers jeux est là uniquement dans un but divertissant et fun, les choses ont évolué. Certes, dans le gameplay, on retrouve toujours comme quasiment seul élément du monde ouvert cette possibilité de tirer, frapper ou faire tout plein d'autres choses. Pas très sympa socialement, il faut avouer qu'il y a de meilleures façons pour tisser des liens, je vous l'accorde. C'est ces possibilités qui dérangent beaucoup. Mais c'est surtout un prétexte en fait pour ne pas voir au-delà de ce côté qui peut être considéré comme du divertissement un peu morbide. Enfin bon, ça c'est surtout si on a un balai dans le cul. La violence dans les jeux vidéo, ça fait peur. Parce que contrairement aux autres branches d'art, celui-ci contient une interactivité plus poussée et directe avec son consommateur. Seulement voilà, si on y est aussi investi de par un engagement plus direct, on peut avoir peur que ça déteigne sur la réalité. Sauf que, non.
c'est pas quelque chose de possible. Il a été prouvé de nombreuses fois via des études que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Les faits divers liés aux jeux vidéo tirent souvent l'origine de la violence des actes commis par des problèmes qui sont plus profonds et venant de plusieurs éléments différents. Genre quelqu'un de tout à fait sain, vraiment the good guy, ne va pas avoir un déclic et devenir le prochain Jeffrey Dahmer parce qu'il aime bien aller faire des ravages sur les plages de Los Santos le soir en rentrant du boulot. Il faut savoir faire la différence entre fiction et réalité, et souvent les gens qui ne peuvent pas faire cette différence-là avec les jeux vidéo ne peuvent pas le faire avec d'autres œuvres de fiction. Il suffit de regarder le nombre de gens qui font des horreurs en étant entre guillemets inspirés du Joker ou de plein d'autres choses. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose pour éveiller et stimuler la malveillance chez quelqu'un qui est capable de ce genre de choses. Mais la responsabilité de ces dérives ne sont pas à mettre sur les jeux vidéo. Attribuer la responsabilité de ce genre de choses aux jeux vidéo, c'est même plus dangereux que les jeux qu'ils critiquent en fait. Parce que ça veut dire ignorer des problèmes sociaux plus profonds et fermer les yeux sur les vraies causes de tout ça pour ne pas avoir à se remettre en question. Puis bon, dans un pays où le port d'armes est autorisé, je pense pas que le réel danger réside dans le fait d'aller acheter le dernier GTA pour tester les 5 étoiles. Parce que putain, ouais, j'en parle pas depuis le début, mais ça me démange, le culot qu'ils ont. Maintenant, est-ce que GTA n'a que pour but le divertissement via la violence? Et est-ce que celle-ci, tant décriée, n'a pas un autre sens? Pour répondre à cette question, je vais prendre exemple sur les 2 derniers jeux qui couvrent la licence depuis 2008. Et commençons par GTA 4. On incarne Niko Bellic, un ancien soldat serbe au passé trouble qui est de voyage à Liberty City. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. On a nice place, get a dog, a house, live the dream. Ce rêve, c'est celui qu'on appelle l'American Dream. Et c'est là où c'est intéressant car parmi tous les messages que va faire passer GTA 4 dans son déroulé, tout ramène à ce rêve, celui qui est à l'origine de l'arrivée d'immigrés pleins d'espoir comme Roman Bellic, le cousin de Niko qui a bougé ici dans le but de changer de vie et d'avoir droit au salut et à la richesse que l'Amérique te promet d'avoir en étant un bon citoyen. Mais est-ce qu'il y est arrivé? Déjà, lorsque Niko arrive à Liberty City, on peut voir un contraste intéressant entre lui et son cousin Roman. Niko est froid, transparent avec la personne qu'il est et toutes les erreurs qui l'ont forgé, et donc forcément il est méfiant envers le monde extérieur et le montre. Roman, lui, semble dorénavant changer de tout son passé et reflète une vie d'excès. Il a un comportement très extraverti et incarne l'effervescence de l'American Dream. Enfin ça, c'est sans compter un petit détail. Roman a envoyé des lettres à Niko et sa mère pour lui parler d'à quel point tout a changé pour lui, décrivant une vie d'abondance et de réussite. On comprend alors, arrivé chez lui, Roman n'est pas du tout ce qu'il dit être, et son comportement n'est que la vitrine d'un mensonge. Il est endetté, il vit dans un taudis et trempe dans des business louches pour joindre les deux bouts. Luxury condo. Where's sports cars? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. Le déroulé de GTA 4 est une déconstruction lente et efficace des promesses que vendent les États-Unis aux personnes les plus en proie à y croire. Cet American Dream si connu de tous, la thématique de bon nombre de films, de séries et de success stories qu'on aime bien raconter, n'est rien de plus qu'une grande illusion. L'intérieur est crade et rongé par cette course à la gloire et à la richesse qui pousse au pire business pour y arriver. Cet American Dream n'est là que de surface. Ce n'est qu'une vitrine, exactement comme Roman Bellic lorsqu'on le voit pour la première fois. Et c'est en partie à ça que s'attaque de façon plutôt maligne GTA 4. GTA 4 est un jeu qui est sans doute l'un des plus sombres de la saga. J'ai malheureusement pas eu la possibilité d'y jouer tout de suite, mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai passé plusieurs heures à regarder le déroulé du jeu de par l'intégralité des cinématiques et des phases de gameplay, parce que ce qui m'intéressait c'était de le comprendre. Et très honnêtement, je m'en suis voulu de ne pas avoir été curieux il y a quelques années, ou au moins de ne pas l'avoir découvert manette en main, parce que ce jeu est, je trouve, bien écrit, et certes, ça reste un GTA qui a des moments comiques de par l'absurdité de certains personnages ou certaines situations, mais il reste quand même très gris, très sombre, et montre comment la descente en enfer peut aller vite lorsqu'on se fait engouffrer par la pauvreté qui entraîne des mauvais choix dans un système qui n'a pas besoin des personnes qui n'apportent rien au capital. Ça en dit long sur cette saucisse dans laquelle on vit, j'ai pas raison la team? Si j'ai raison la team, marquez en commentaire que j'ai raison, carte PSN à gagner pour tous ceux qui commentent. C'est faux, juste
faites des interactions, quoi. Moi aussi, je dois vivre de ce système capitaliste, quoi. Foutez des commentaires, faites-moi gagner des dollars, en fait, par pitié. Et j'en ai absolument rien à foutre, hein. Je vais me procurer ce jeu rien que pour passer des heures à l'analyser, et si ça se trouve, même faire une vidéo sur lui à part entière, parce que putain, il y a tellement de messages, tellement de sous-textes, tellement de choses qui sont intéressantes à creuser et à fouiller, que ça serait un drame d'arrêter GTA 4 à ce simple message-là. La violence est au cœur du jeu comme étant ce qui est à l'origine du mal de notre personnage. Et c'est justement ce qui va le mener dans le tréfonds des abysses, car on est obligé d'une façon ou d'une autre d'embrasser les conséquences qu'entraîne ce mode de vie. En fait, ça va même paraître paradoxal, mais GTA est un jeu qui porte un message anti-violent et en aucun cas ne la glorifie ou y incite. Elle n'est pas seulement gratuite, elle est un outil narratif puissant, une manière de rendre les messages plus impactants, de stimuler la réflexion et de susciter des émotions fortes pour marquer de façon plus profonde. Dans GTA V, la réflexion est poussée autrement. Le soleil de Los Santos nous amène à observer les problèmes sociaux américains à travers une vision beaucoup plus caricaturale et comique, de façon efficace et peut-être même plus accessible par rapport à GTA 4. Pour replacer le contexte pour les quelques-uns qui n'y ont pas joué, il y a 3 personnages principaux. Franklin, forgé dans la violence des quartiers sud de Los Santos, qui essaie de s'extraire d'une vie criminelle pour embrasser l'honnêteté, même si bon, on va voir que ça va pas trop marcher. Ensuite, à l'autre extrémité du spectre, on a Trevor Phillips, qui se profile comme l'incarnation de la dépravation et de l'impulsivité. Il vit au cœur des trafics de narcotiques dans sa caravane à Sandy Shores, une ville qui s'inspire clairement des villes du sud des États-Unis comme Desert Shores dans le désert du Colorado en Californie ou encore Bombay Beach. Et dans l'entre-deux, on a Michael DeSanta, un ancien criminel auquel le FBI a offert une seconde chance à travers un changement d'identité. Il a de la thune, une grosse baraque, une grosse voiture, sauf que tout n'est pas idéal parce qu'il a une bonne grosse famille de merde qui sont tous des gros clichés d'eux-mêmes. D'ailleurs, lui non plus nous est pas présenté comme un exemple. Il est colérique, agit de manière impulsive, il est désagréable la plupart du temps et pas mal narcissique aussi d'un côté. En fait, la morale de l'histoire, c'est que l'argent, ça fait pas le bonheur. Alors, ouais, bon, déjà un peu, mais c'est quand même plus complexe que ça, parce que ce qu'on nous montre, c'est le principe même des personnages de GTA V. Ce sont pour beaucoup des stéréotypes, des caricatures qui sont exagérées à outrance, allant dans tous les clichés possibles pour souligner l'absurdité de l'origine de ce type de personnage. Un peu à la façon de South Park, qui lui aussi est une violente satire de la société américaine. La famille de Michael, par exemple, vous l'avez compris, mais elle représente une critique des familles aisées américaines et met en avant le paradoxe de ce modèle qui pourtant se veut parfait. Et c'est d'ailleurs dans la continuité de la déconstruction de ce mythe qu'est le rêve américain, auquel, on a bien compris depuis le début, aime bien s'en prendre la saga. Franklin, lui, est de façon plutôt évidente un reflet de ce que beaucoup de personnes ayant grandi dans la misère des quartiers défavorisés et gangrénés par les guerres de gangs aux États-Unis peuvent vivre. D'ailleurs, je pense sincèrement que Franklin est le personnage le plus poignant du jeu, il a toujours été dans la merde, il en a fait pas mal pour essayer de s'en sortir, et même lorsqu'il essaie de s'en sortir de façon honnête, il finit par retomber dans ses vieux vices. Et pour Trevor, c'est un peu plus particulier. Parce que si moi au début, quand je jouais au jeu, j'avais tendance à le percevoir comme une caricature du gars pouilleux de l'Amérique profonde, qui arbore fièrement ses côtés réac et bof, étant donc une représentation presque cliché du texte en votant Trump, pour vulgariser le truc, de toute façon je pense que vous avez l'image. Une partie de la communauté, elle, semble voir en Trevor la représentation parfaite et très méta du joueur qui pose ses mains sur la manette et qui va s'adonner sans limite à la violence gratuite entre guillemets et au crime pour se détendre. Dans les jeux, ils commettent des crimes, pas dans la vraie vie, sinon il y aurait des soucis. C'est une personnification de tout ce qu'il y a de pire, de cette curiosité un peu morbide qui peut nous animer lors de la découverte d'un jeu GTA, et donc une sacrée provocation quant aux détracteurs du jeu, mais aussi une façon de remettre en question ce comportement quasi automatique qu'on peut avoir à juste aller chercher une sauvegarde, puis tuer le plus possible de gens et faire n'importe quoi juste avant de quitter le jeu, sans sauvegarder bien sûr, ça serait con de niquer sa run. Perso, moi je suis pas hyper fan de cette théorie, mais force est de constater qu'elle est très populaire et que je pouvais pas ne pas la citer, et en fait cette théorie-là, là où elle aurait pu me plaire, c'est s'il y avait une intention de mettre en évidence notre rapport à la consommation d'un jeu comme GTA, mais du coup de façon plus poussée, en mettant plus, on va dire, de choses en avant. La plupart du temps, le seul sens de cette théorie, c'est juste faire on vit dans une société, pourquoi
pourquoi on tue les gens quand on joue à GTA? Bah, en fait, je vais te le dire pourquoi tu tues les gens quand tu joues à GTA. C'est parce que c'est en bac à sable où les seules interactions que tu peux avoir avec les PNJ et même avec l'environnement, c'est tuer, voler des voitures et commettre des crimes. Et le fait de jouer avec les éléments que nous donne le gameplay n'est pas, je trouve, à intellectualiser. En fait, je trouve que ça sert pas à grand chose. IMO, comme disent les jeunes. Surtout quand on voit tout ce qu'il y a déjà à analyser dans GTA. Que ce soit sur le capitalisme et le consumérisme, sur les dérives des agences gouvernementales comme le FBI, notamment avec une scène d'ailleurs en particulier qui a suscité la polémique, qui montre les pratiques tortionnaires du gouvernement américain pour obtenir des informations. Forbes a d'ailleurs fait un article là-dessus qui va pas mal dans le sens de ce que je pense et qui mentionne la dite scène et appuie les dialogues qu'on peut y retrouver. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer, or the guy given the order to torture. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. Mais sauf que ça a fait polémique, et le serpent va se mordre la queue, car la controverse va juste montrer et mettre en lumière une tendance à focaliser toute l'attention sur cette violence, plutôt que ce pourquoi la violence a été utilisée. Bah ouais, hein, ça serait con de se rendre compte que la barbarie de cette scène doit nous révolter, car elle est proche de la réalité et de certaines pratiques couramment utilisées. Le tout de façon absolument illégale par des agences gouvernementales, ou même la police. Il y a d'ailleurs eu un petit fait divers il y a pas longtemps sur un instructeur de police qui faisait une des pratiques qu'on peut voir dans cette scène de torture, le waterboarding, sur un de ses élèves. Et on n'en a pas parlé qu'en France, ça a fait le tour du monde. Et c'est pour ce genre de choses que c'est important des œuvres comme GTA. Certes, on peut reprocher beaucoup de choses légitimes à la saga, comme la représentation des femmes, d'autres éléments problématiques, des thématiques qui, si l'on en croit le présent, semblent avoir l'intention de Rockstar par ailleurs, mais il y a d'autres aspects sur lesquels on peut s'interroger, parce que c'est sympa de dénoncer aussi vigoureusement les travers du système capitaliste. Faut pas oublier que le jeu fait partie intégrante d'une industrie générant d'énormes profits, participant à ce système qu'il critique. Le débat sur ce genre de choses est hyper vaste, certains soulignent une hypocrisie. Moi je vais plus m'interroger sur la place et la légitimité que peut avoir ce genre de message se trouvant dans des créations culturelles, dans un monde où l'art et le marché financier sont quasiment indissociables. Mais bon, c'est un sujet si vaste et complexe qu'il m'est impossible pour moi d'y apporter une réelle réponse, encore plus dans une vidéo de ce type-là sur YouTube. Regardez, du montage, c'est pour le watch time. La conclusion, c'est que si GTA a depuis ses débuts fait parler, il a maintenant une portée plus grande que jamais pour faire passer des messages et se faire s'interroger sur certaines déviances et problèmes sociaux qui nous permettent de réfléchir au fait qu'on a quand même banalisé des choses qui ne devraient pas l'être. Et quand quelque chose d'aussi mainstream le fait, eh ben c'est toujours bien. Et de ce qu'on a pu voir de la bande-annonce de GTA 6, cette direction n'est pas prête de s'arrêter et affiche une volonté de rester un reflet trash de la société américaine, en s'inspirant d'affaires réelles ou de vidéos virales qui, elles aussi, sont réelles. On verra jusqu'où la licence GTA ira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'entendre des controverses et des polémiques tournant autour de cette licence. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, c'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup à évoluer et à prendre de la visibilité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter votre avis sur le sujet de la vidéo, ou même si vous avez envie de rebondir sur une seule des choses que j'ai pu dire dans celle-ci, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous découvrez d'ailleurs la chaîne et que vous avez bien kiffé celle-ci, ayez la curiosité d'aller voir les précédentes. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça aura été un plaisir et je ne pouvais pas tout simplement passer à côté d'un sujet comme GTA. Merci à tous pour cette année 2023 qui aura été folle. J'y reviendrai sans doute dans la vidéo FAQ que je ferai un jour. Ça aussi, je vous le promets, un jour, on verra. Et bien sûr, à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao. Certains associés de Walt Disney ont rapporté que celui-ci n'aimait pas vraiment les femmes. Ward Kimball, l'un de ses animateurs en chef, créateur du chat de Cheshire, du Chapelier Fou et de Jiminy Cricket, a dit de Disney « Il ne faisait pas confiance aux femmes ». Disney, qui a apporté de la joie à des milliards de personnes, était peut-être, ou avait des penchants racistes.